Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va vous expliquer bien en détail pourquoi le marché a dumpé hier et pourquoi aujourd'hui il est en train de se récupérer. Aujourd'hui, à partir de à peu près 14h, 14h30, ici, on a eu un petit peu une récupération au niveau du prix. Donc, on va tout vous expliquer à ce sujet-là. On est là sur le Bitcoin face au dollar en 4 heures. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord si ça vous dit et mettez un like, faites-le parce que c'est du temps passé, etc. Donc ça serait vraiment sympa de le faire. Et puis également commentaire d'encouragement, etc. Donc on est là sur le Bitcoin face au dollar en 4 heures. Vous voyez qu'on a eu ce long dévissage là, extrêmement puissant, avec une trend qui va à l'accélération, c'est-à-dire que vous le voyez ici au départ, on avait une trend qui était comme ceci, ensuite on s'est encore plus penché au niveau de la distribution, et là carrément c'est la capitulation, la grosse bougie de la fin qui nous emmène carrément vers une trend extrêmement agressive qui est comme ceci. Concrètement, au niveau des niveaux qu'on pouvait pressentir, vous le voyez, le niveau des 21,5 n'a pas fait foi. On avait déjà perdu hier celui des 22,3. 21,5 n'a pas tenu. Donc désormais, on est vraiment dans cette potentielle structure de double top. On pourrait voir ici plusieurs manières d'appréhender les choses. Et bien sûr, comme d'habitude, il y en a une qui est extrêmement bullish, il y en a une qui est extrêmement bearish, bien évidemment. Ici, la première manière, et on va commencer par le bearish, c'est tout simplement de dire, bon, étant donné qu'on a perdu ici la structure en daily qui est haussière, eh bien, en fait, on vient juste de faire une superbe flat. Et là, on va se diriger vers des nouveaux plus bas. C'est-à-dire que concrètement, si jamais on regarde la structure en daily, ça voudrait dire, eh bien, en fait, on a fait ici une 1, une 2, une 3, et la 4 est extrêmement longue dans le temps. Vous le voyez ici, le chiffre 4, là, ici, qui potentiellement pourrait s'arrêter ici en haut. On a dépassé la trend, certes, mais si jamais on la réintègre, là, pour moi, on est en train de faire une 5, et on perdra le dernier plus bas. C'est pas mon scénario privilégié, mais on est obligé de le garder dans les tuyaux, parce que tout simplement, ça peut arriver. Et vous le voyez ici, on en avait déjà parlé, hein, mais globalement, vous avez ici des points de rebond qui pourraient se trouver autour des 12 000 $, avec ce gros creux dans le volume profile. Si jamais on attaque déjà la jambe de ce mouvement et qu'ensuite on vient perdre ces niveaux-là, le W qui s'était créé là en bas, et bien du coup ça voudrait dire potentiellement aller vraiment sous les 14 000, sous les 12 000. Je suis pas extrêmement fan de ce scénario étant donné qu'on a perdu cette trend, étant donné que cette 4 est extrêmement longue dans le temps par rapport à ce que nous avait proposé la 2, la 1 et la 3. Et ça voudrait dire également qu'on aurait une 5 extrêmement agressive, mais ça reste, vous comprenez, dans le contexte actuel, d'extrême agression sur les cryptos de la part de notamment l'État américain, de volonté de régulation, etc. Ça reste potentiellement quelque chose qu'il faut garder sous le coude. La structure en 4 heures, encore une fois, ici, si on trouve des points de rebond, pour moi, le point de rebond potentiel, il se trouve d'abord à 19 138. Vous voyez, c'est le petit creux qu'il y a ici. Et ça doit correspondre ici, vous le voyez, à plus ou moins un support. Support ici, support là, support ici également, support là. Enfin, vous voyez cette zone, en gros, entre 19 et 18,3. Un peu large, malheureusement, mais vous voyez également, pour moi, on pourrait rebondir avant, puisqu'on a quand même pas mal de volume profile ici dans cette zone. La deuxième zone éventuelle qu'on va commencer à regarder, c'est la zone actuelle. Pourquoi la zone actuelle? Parce que tout simplement, et ça j'ai déjà commencé à en parler hier sur le Discord, mais globalement on a cette trend historique et là on revient la retester. Donc vous le voyez ici, la trend historique, en gros celle que j'appelle la trend historique, c'est celle depuis la trend de distribution, on va dire depuis le top, et là vous voyez qu'on vient juste de trouver rebond dessus, donc c'est un point logique où la chart est censée nous dire quelque chose. Est-ce que c'est un rebond ou alors est-ce que c'est juste tout simplement pour l'instant un rebond, on va dire technique, quelque chose de haussier mais pour une toute petite time frame? C'est quelque chose qu'on saura malheureusement que dans les prochains jours, et difficile de se prononcer à ce stade-là. Personnellement, je pensais que la zone ici allait tenir, en tout cas ici jusqu'au backside, c'est-à-dire entre 24 et 21. C'est pas le cas, on l'a perdu. Néanmoins, si on la réintègre très vite, on peut considérer éventuellement que c'est ce point-là qui nous a donné support, uniquement si on ne le perd pas. Vous le voyez que là, on est en 4 heures, mais on va se mettre en daily. Uniquement si on ne le perd pas, non, même en 4 heures en fait, il faudrait que ça soit une bougie 4 heures. Donc là, est-ce qu'on a une bougie 4 heures en entier qui a été faite sous ce point-là? La réponse est oui, donc oui, techniquement, ce point-là, il est perdu. Vous le voyez, on a deux bougies ici qui se sont faites sous ce point-là, donc techniquement, ce point-là est perdu.
Donc plus de chances ici d'aller dans ces points-là. L'autre scénario qui est un peu plus boule, c'est que les 5 vagues dont je vous parlais tout à l'heure sont désormais déjà terminées. On avait déjà fait des décomptes pour montrer que ça pouvait être le cas. Et là, en fait, on vient juste de terminer une sorte de une, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Ensuite, on entame une correction en flat étendue, c'est-à-dire quelque chose à peu près comme ceci. Je vais vous le trouver ici en ABC, voilà. A, B. Donc ça, c'est les points la flat, si vous voulez. Bon, là, normalement, celui-là est plus haut. Hein. Voilà, il est plutôt par là. Bon, vous aurez compris, on est sur les 2 points à 25,2. A, B et C, avec une C extrêmement violente. Et là, du coup, qu'est-ce que ça nous dirait? Ça nous dirait que ça, c'est une vague 1. On est en train de faire une vague 2. Et là, on part pour une vague 3, qui, théoriquement, devrait être extrêmement puissante, etc. Pas forcément mon scénario privilégié non plus, mais bon, c'est un scénario très boule duquel, en fait, on devrait logiquement réagir sur cette zone du 0,5 à 0,618, une vague 2 d'Elliott en général se fait dans cette zone, c'est-à-dire tout simplement on repart sur un scénario impulsif où pour le coup, eh bien, là on va aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc on est dans la zone, hein, effectivement, on est dans cette zone rouge, vous le voyez ici que je vous avais déjà mis. Troisième scénario, et ça serait plutôt ça que je privilégierais, étant donné le fait qu'on n'est pas vraiment venu chercher ce poids-là, même s'il est dans la même zone, hein, c'est-à-dire que là ça voudrait dire qu'en gros on pourrait par exemple rebondir et en fait se retrouver et revenir ici travailler un peu plus la zone. Ça, c'est la première zone. Et la deuxième zone, vous l'aurez compris, c'est on va dire une zone de rechargement qui est plus institutionnelle, qui est plus, on va dire, privilégiée par les institutionnels et qui se trouve à peu près dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone un peu creuse, vous le voyez ici au niveau du volume profile, entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci, quelque part entre 18,7 et 17,3, je crois, hein, c'est ça, 17,2, 17,3, ouais. Donc voilà, on va garder ça sous le nez. À ce stade-là et ici, je vais vous expliquer déjà pourquoi le prix tout simplement a corrigé fortement hier et pourquoi à ce stade, pourquoi aujourd'hui il est plutôt en train de repartir. D'abord pour des raisons de liquidité, mais vous allez le voir également pour des raisons de news. Quelles sont les news qu'on a eues hier et qui ont plombé plus ou moins le marché? Alors il y en a eu deux. Il y en a eu deux, et je dirais que la première, c'est d'abord celle-là. Hier, en fait, si on regarde ce que nous a dit S&P, ce que nous a dit le US Tech, etc., tout le monde, en fait, a plombé en même temps. C'est-à-dire qu'on a eu... on pouvait voir, si vous voulez, en regardant les charts, que l'événement qui se produisait n'était pas interne à la crypto, même si en ce moment beaucoup de FUD et que ça a probablement provoqué une capitulation au niveau de la crypto, mais on est plutôt ici parti du S&P et de ce qui se passait sur le S&P et l'US Tech, donc et le Nasdaq, etc., pour une contagion vers la crypto. C'était vraiment assez flagrant hier quand on regardait les charts bouger en 1 minute, que tout le monde allait dans le même sens. Et du coup, hier, en fait, ça a été une très mauvaise journée pour une grosse banque de la tech, une petite banque dans l'ensemble, mais une grosse banque de la tech qui s'appelle Silicon Valley Bank, et qui du coup s'était mal positionné, un petit peu comme je vous l'avais expliqué que c'était le cas pour Silvergate, où ils avaient acheté finalement des bons du trésor, des MBS, on appelle ça, c'est-à-dire des mortgage-backed securities, donc des sécurités adossées sur plus ou moins des taux d'intérêt. Ils s'étaient mal ici renseignés, ils avaient mal, et donc ils ont pris des mortgages au mauvais moment, c'est-à-dire au moment où en fait les taux d'intérêt étaient bas, sur des trop longues périodes, par exemple 10 ans, ce genre de choses, et nécessairement, forcément, ces choses-là ont perdu énormément de leur valeur, puisque les taux d'intérêt, le rendement de ces bons-là était plutôt mauvais une fois que la Fed avait réaugmenté ses taux. Donc ils avaient bien entendu perdu de la valeur sur le marché de l'occasion, et les banques qui font ça, en général, peuvent tenir, mais elles ne peuvent pas tenir quand elles ont besoin de liquidité, à savoir quand elles ont besoin de revendre ces bons là vite, quand elles ont besoin de cash rapidement, et bien du coup elles ont ici des très gros problèmes de trésorerie, et bien entendu leurs actifs sont moins importants que leurs passifs, puisque leurs actifs se sont dévalués avec le temps. Et ici vous voyez que Silicon Valley Bank, donc SVB, avait besoin de 2,25 milliards, et finalement ils se sont retrouvés à diluer les actions, etc. Et que la banque a perdu 60% de sa valeur dans la journée même d'hier.
60% de la valeur, je pense que c'est un record sur le S&P, c'est-à-dire que c'est, je crois, jamais arrivé, sauf erreur de ma part. Mais donc du coup, on a vraiment eu cette grosse dévaluation et finalement tout le monde a eu peur qu'il y ait une forme de contagion au niveau des autres banques, mais aussi et surtout que les autres banques et elles-mêmes se soient exposées aux mêmes problèmes. Et donc du coup, là, ici, on a cette liste de banques qui pourraient être exposées à ce type de problème. Donc là, je peux vous dire que les shorters vont s'en donner à cœur joie. Mais pas seulement, et je vous ai préparé ici une petite charte pour vous montrer que ça ne sont pas les seuls à être exposés sur des mortgage security banks. On se rappelle quand j'avais fait le sujet sur la Fed, il y avait eu un meeting spécial de la Fed par rapport aux banques justement, et c'était en novembre-décembre. Ils avaient déjà vu en amont que ce problème allait se poser, c'est-à-dire que certaines banques étaient trop exposées à des bons du Trésor qui malheureusement allaient se dévaluer. Et je vais essayer de vous trouver ici la charte. Et donc bon, ça c'est on va dire le bilan de, on va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est le bilan de SVB, et vous voyez qu'il y avait 57 milliards qui étaient exposés sur des MBS, donc des mortgage-backed securities, et donc ça représente à peu près la moitié du bilan. Donc très 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 mauvais investissement. Et puis on avait eu la même chose avec Silvergate, quand je vous avais expliqué pourquoi Silvergate était un petit peu dans la panade par rapport à la situation, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire des mauvais investissements au mauvais moment. On a pris ici on a pris vraiment les mauvais plans. Alors peut-être que ça s'est fait dans un moment où la Fed disait non, on va pas réaugmenter, etc. Peut-être que tout ça s'est fait à un moment, au mauvais moment, mais bon, on considère qu'une banque ici doit nécessairement eh bien, se prémunir de ce genre de problème. Silvergate, j'allais dire. Silicon Valley Bank n'est pas une banque qu'on appelle une banque de ménage. Donc il y a assez peu de chances que la Fed, qui est le prêteur en dernier ressort, vienne à son secours, sauf à dire que vraiment, voilà, il considère que ça peut mettre en cause une partie de la tech, une partie de l'économie, etc. Surtout que c'est un petit peu la banque de la tech, puisque je vous le rappelle, Silicon Valley Bank. Et ici, on voit les 10 banques qui sont le plus exposées à des mortgage-backed security. Et là, pour le coup, si jamais c'était Bank of America qui avait ce type de problème, eh ben, ça serait pas la même histoire. Charles Schwab aussi, qui est une grosse banque de business, même chose. Wells Fargo, qui est plutôt une banque pour les ménages également, même chose. JP Morgan, vous comprenez que Citigroup également, vous comprenez que si jamais la Fed continue d'augmenter, en plus d'avoir les pressions dont je parlais précédemment, les pressions qui vont être celles du gouvernement, puisque les nouveaux emprunts coûtent plus cher, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, si on fait une année vraiment pourrie sur les actions, on va dire que l'administration Biden a très peu de chances d'être réélue, ça je l'avais expliqué dans une vidéo précédente également, et qu'en général, les années pré-élection sont plutôt des années où la bourse est soit flat, soit elle performe. Mais eh ben, on est dans une situation relativement exceptionnelle aussi, c'est-à-dire que, bien évidemment, on est dans une situation qui ressemble aux années 70-80, avec potentiellement une inflation qui est en train de s'installer. Donc, bien entendu, le marché sera extrêmement attentif à ça. Et donc, on a énormément de tensions en ce moment sur les marchés, tout simplement en raison de ça. Et hier, il y a eu une forme de capitulation. Vous le voyez ici. Ça c'est justement Silicon Valley, et puis vous voyez ici, bon, sur le secteur on va dire financier, il y a eu quand même des grosses pertes. First Republic Bank moins 17, moins 16%. Vous voyez qu'il y a eu quand même ici, c'est tout le secteur on va dire financier qui a plus ou moins, ça fait deux banques, hein. Silvergate c'était pas non plus une petite banque, et puis celle-ci qui est également cotée au Nasdaq et qui est plutôt orientée sur la tech, n'est pas non plus une petite banque. Par contre c'est pas une banque de ménage, c'est-à-dire que ça remet pas en cause les dépôts personnels des ménages, tout simplement. Donc ça, c'était par rapport à hier, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Concrètement, et je vais vous le montrer peut-être ici, on va se mettre... je vous mets en pause et je vous montre une charte, comme ça va être plus simple. Je retrouve juste où on se met en pause, puisque j'ai perdu mon retour vidéo. Voilà, du coup, là, ici, on voit bien la journée d'hier et on voit bien la corrélation entre tous les assets. Ici, en bas, vous avez le dollar en mode inversé. Vous avez tout simplement ici, donc là, on pourrait se mettre plutôt comme ceci. Donc là, il est inversé, hein, donc il faut bien comprendre qu'on s'attend à ce que tout le monde bouge plus ou moins dans le même sens. Ici, vous avez, donc là, c'est les futurs, mais c'est pas grave, c'est comme si vous aviez le S&P. Ici, vous avez l'US Tech 100, donc les 100 plus grosses cotations américaines dans le monde de la tech. Et on voit très bien ici la journée d'hier. On avait bien commencé la journée avec, donc ça c'est les futurs, c'était avant que Wall Street ouvre, et bien plus ou moins cette mèche là
mèche-là sur la crypto où on était haussier, on va dire cette mèche-là sur l'USTech, et plus ou moins ça nous emmène ici, allez, à cette mèche-là sur le dollar, donc un dollar qui était, pardon, ici, baissier, autant pour moi. Pardon, donc du coup on parle de cette mèche-là. Et puis finalement, donc ça c'était à 14h30, moment où les news sont sorties par rapport aux demandes d'emploi de la semaine, qui étaient plutôt haussières, donc du coup le marché l'a plutôt bien pris. Et puis ensuite dégringolade sur tout le monde en fait. Donc du coup ici ne cherchez pas, ne venez pas vous dire. Et puis on a un dollar qui est plus ou moins resté haussier jusqu'au même ici au point culminant. Pardon, ici autant pour moi. Ici on a un dollar qui était comme ceci, c'est-à-dire haussier, donc baissier en fait en réalité. Non, qu'est-ce que je dis ? Ici, on a un dollar, en fait, qui a pas mal latéralisé. C'est marrant, hein. Quand le dollar est monteur, si on se met à partir du point là, ouais, on était plutôt latéral haussier, du coup, latéral haussier, c'est ça, sur le dollar. C'est marrant, hein. Quand il y a un dollar monteur, des fois, en fait, ça vous dit qu'il va peut-être se passer quelque chose. En tout cas, ici, vous le voyez, grosse baisse du dollar, et ça, c'est aujourd'hui. Ce qu'on regarde aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est plus ou moins les news de la journée. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble. Qu'est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui pour que le prix se reprenne comme ça ? Eh bien on a eu une autre info à 14h30 qui est celle tout simplement du rapport sur l'emploi. Alors là apparemment MarketWatch n'est pas à jour. C'est pas grave, on va aller voir sur Trading Economics. On va faire ça. Voilà, donc le taux de l'emploi, vous le voyez ici en matière actuelle. Il ne s'est pas encore mis à jour non plus, mais je suis allé voir la news sur le BLS. On va attendre qu'il se mette à jour. On va faire comme ça, hop, ici. Oui, voilà, ça y est, il est à jour. Vous le voyez ici, on avait un consensus qui nous disait que le taux de chômage du mois de février allait être à 3,4%. Et en fait, il est au-delà. Et le marché le prend bien. Le marché le prend bien parce que tout simplement, le marché du travail est trop tendu en ce moment. Donc le marché est plus ou moins content, entre guillemets, que le chômage augmente. Ce qui est relativement normal puisque la peur du moment, c'est qu'avec un marché très tendu et de l'inflation, on ait une forme de spirale des salaires. Donc il faut bien regarder ici les average earnings qui effectivement sont en dessous du consensus aussi. Donc ça veut dire que l'augmentation des salaires est moindre que celle qui est prévue. Et en yearly également, on est en dessous du consensus. Le consensus était à 4,7, on est à 4,6. Donc ça veut dire, ok, il y a un peu plus de chômeurs et en plus, on augmente les salaires des gens de un peu moins. Donc du coup, l'économie va se détendre un petit peu, moins de pression sur les prix. Le mauvais point, on va dire, c'est qu'on s'attendait à 205 NFP. Donc les NFP, c'est les non-farm payrolls, c'est-à-dire que c'est globalement les emplois qui sont créés dans le privé, mais plutôt vraiment dans la sphère économique. C'est-à-dire qu'on va enlever non-farm, donc tout ce qui est fermier, saisonnier, etc. Et on va enlever également plus ou moins une partie de la fonction caritative. Une partie de la fonction publique, je pense que toute la partie militaire est dehors, voilà, tout ce qui est en fait vraiment, on a vraiment ici que les emplois qui sont liés à une bonne santé de l'économie et c'est tout, et à l'inverse derrière, et ben tout ce qui n'est pas là-dedans sera plutôt de la fonction publique, des choses qui sont pas réellement liées à la croissance, on va dire, voilà. Et là par contre de ce côté-là, ici on a une augmentation, donc c'est un petit peu le seul point noir de ce rapport, c'est que les NFP sont à l'augmentation. Par contre, nette diminution par rapport aux créations qui avaient été faites en janvier, on avait eu des NFP à 504K et on a ici des NFP qui sont à 311K. Donc un rapport plutôt bon mais mitigé finalement, c'est-à-dire que vous le voyez ici et également ici dans le privé, le consensus qui était à 210 et on a 265, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait eu sur le rapport AFP. Le rapport AFP qui nous disait que, donc oui, certes, petite diminution, oui, on n'est pas au consensus, oui, c'est plutôt une bonne chose, mais une nouvelle quand même à prendre avec des pincettes, à voir si ça peut relancer le marché ou pas. On sait qu'il y a beaucoup de liquidité également qui nous attend en haut, et c'est ce qu'on va faire désormais, c'est l'étude de liquidité. Je vais juste aller regarder entre-temps, on a effectivement la tournée de New York, donc je sais pas si c'est là. Ah oui, ça c'est important. On a une proposition de budget de Biden qui est sur une très forte augmentation des taxes et en 10 ans une diminution du déficit de 3 trillions. Le déficit, il doit être à... je sais plus exactement, je crois que c'est 32. On va aller voir ça. Voilà, la dette nationale qui est à 31,6 trillions. Et donc ici, vous voyez l'augmentation telle qu'elle se fait en temps réel.
Donc oui, 32 trillions, bon ça voudrait dire que 10% de la dette serait dans les 10 ans diminuée. Donc voilà, ça, à voir si vraiment ça arrive. La question ici et le problème, c'est que vous allez avoir, j'essaie de retrouver, voilà, vous allez avoir la proposition qui va être faite de l'autre camp, et puis ensuite probablement que cette proposition de Biden ne va pas passer, mais une partie va peut-être passer, etc. C'est son plan fiscal pour l'année 2024. Également, en fait, il veut augmenter les taxes sur les personnes riches. Je crois qu'il y a un projet dans ce projet-là, à l'intérieur même du budget, qui dit que peut-être il y aurait une taxe sur l'électricité qui est utilisée pour miner de la crypto, qui passerait de 20 à 40%, il me semble, et plus de taxes, bien entendu, sur les entreprises et plus de taxes sur les personnes riches. Bien évidemment, il y a une levée de bouclier du côté des Américains contre ça. Alors, quand Biden avait fait son gros plan de relance contre l'inflation, ça avait plutôt relancé Bitcoin, au sens où les gens y voyaient plutôt une forme d'évasion fiscale, on va dire, ou en tout cas de se dire, de toute façon, il y aura de l'inflation. Donc, on avait eu à ce moment-là un regain de le vrai côté anti-inflation de Bitcoin. C'était, je crois, courant 2021. Enfin, Bitcoin se portait plutôt bien à ce moment-là encore. Et voilà, sur les autres critères de news, je pense pas qu'on ait grand-chose à regarder. Il y a eu des problèmes oui, ça c'est du côté de KuCoin qui aurait un procès. Alors ça c'est là. Depuis assez longtemps, il est possible dans certains États d'attaquer au nom, on va dire, de l'État de New York, là, donc c'est l'attorney général, donc le procureur général, voilà, qui attaque KuCoin en disant qu'ils ont vendu de l'Ether, que donc Ether est une security. Donc du coup, gros feu sur Ether en ce moment, plus que KuCoin, qui pour moi est un petit exchange. Je le vois pas comme vraiment, je vois pas ça comme étant vraiment une énorme news du côté de KuCoin. Puisque, entre guillemets, c'est l'attorney de New York, c'est pas la SEC, c'est un petit procès, c'est pas non plus, voilà, quelque chose de incroyable. Mais cette dame ici a attaqué déjà pas mal de monde. Je crois qu'elle a attaqué FTX, même avant la collapse. Elle a attaqué pas mal de monde pour dire, et on voit ici pourquoi c'est l'État de New York, parce que c'est la vieille finance traditionnelle, parce que c'est Wall Street, parce que c'est la vieille manière de gérer les choses. Et ici, je voulais pas forcément en parler aujourd'hui, mais on va en parler. En fait, on voit en ce moment énormément d'attaques de la vieille finance traditionnelle sur la crypto. On peut vraiment le sentir, on le voit dans tous les sens, c'est vraiment assez flagrant. Et notamment, on voit que la finance traditionnelle est venue discuter, on va dire, avec les régulateurs pour leur demander de préserver tout simplement le système bancaire tel qu'il est actuellement, voyant en la crypto et en l'adoption de la crypto une menace substantielle. Également, on voit que les régulateurs ont vu dans les stablecoins, notamment algorithmiques, comme Terra Luna, un énorme problème, puisque backer un stablecoin sur du BTC, c'était extrêmement dangereux, puisque du coup, les bons du Trésor américain n'auraient plus été intéressants à l'achat, entre guillemets. Donc, on va dire que la dette américaine n'aurait pas été le produit, entre guillemets, le plus, même s'il se débrouille bien pour décrédibiliser ce produit tout seul, mais l'investissement le moins risqué, entre guillemets, et les échanges en dollars dans les pays hyper inflationnistes, les échanges entre les pays eux-mêmes en dollars, etc. Tout ça aurait été forcément remis en cause, et surtout le rendement des particuliers au moment où ils décident tout simplement de rester en dollars, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas prendre des stock options, aurait pu, tout le système financier aurait pu être déstabilisé par ça. Donc on s'est bien entendu empressé de venir détruire Terra Luna par des mécanismes qu'on connaît, notamment ceux de Alameda, etc. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est étant donné que la Fed, je vous ai pas préparé là parce que je voulais pas nécessairement parler aujourd'hui, mais la Fed prépare un système, c'est pas vraiment une CBDC, ce qui est en train de se mettre sur la table en ce moment, mais c'est, on va dire, un premier embryon, c'est-à-dire que, et j'avais fait tout un sujet sur qu'est-ce que la monnaie commerciale et qu'est-ce que la monnaie de banque centrale, donc pour ceux qui ont vu cette vidéo, vous comprendrez, mais globalement, on a un système entre la banque centrale et toutes les banques ont un compte à la banque centrale, du coup, quand moi j'achète à quelqu'un qui est dans une autre banque quelque chose, en fait, finalement, le switch entre les banques se fait à la banque centrale, et le soir, on fait les comptes et on ferme et on réouvre le lendemain. Et on ferme le week-end également. Et là, la Fed est en train de lancer un projet de 24/7, c'est-à-dire un 365 jours par an. En fait, il y aurait un système digital qui ferait que les banques centrales peuvent s'échanger entre elles. Donc, vous pouvez échanger relativement rapidement et les banques centrales peuvent s'échanger entre elles, y compris la nuit. Donc, ça permettrait la nuit et également, bien entendu, les jours de week-end. Donc, c'est plus ou moins un projet, on va dire... C'est pas vraiment un projet concurrent à la crypto, c'est pas un projet blockchain, mais c'est déjà un premier embryon de rendre
les choses accessibles en dehors des jours d'ouverture bancaire. Et là, on voit une attaque, encore une fois, de la finance traditionnelle, l'État de New York, contre la crypto, comme c'est beaucoup la mode en ce moment. Ici, ça, on avait déjà vu hier. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses sur The Block en ce moment. Ensuite, bon, ça doit être vieux. On va refresh, mais je pense pas qu'il y ait grand chose en ce moment non plus sur ça date du 3 mars, 4 mars. Ouais, ça, c'est que des vieux trucs qu'on a déjà testé, qu'on a déjà traité, pardon. Ici, même chose sur bitcoin.com. Désolé, j'ai pas préparé les news en amont. Ici, eh bien, c'est la même chose, c'est ce qu'on montrait tout à l'heure, c'est-à-dire des banques qui tout le système financier un petit peu qui était sous pression sur la journée d'hier aux États-Unis. Et attention, bien évidemment, ce genre de configuration peut provoquer un vrai crash. Si jamais on a vraiment ici, à un moment donné, l'impression que Powell va effectivement nous donner un 50 points de base au prochain, et que du coup, on est déjà dans des zones critiques qui mettent énormément à mal la rentabilité financière des banques. Et là, vous voyez qu'on est remonté à 50-50, c'est intéressant. Alors sur quoi ? Reste à voir, peut-être effectivement sur cette news, comme quoi les banques sont en train de souffrir énormément et que donc du coup une partie du marché se dit non mais on ne peut pas nécessairement ici augmenter de 0,5 cette fois-ci, c'est trop tendu. Peut-être là-dessus et peut-être également sur cette news du chômage, il faudrait avoir ici la temporalité exacte du moment où c'est fait. Et vous voyez que donc le marché ici peut-être est en train de passer légèrement haussier, en tout cas pour une période de temps indéterminée. On a 4 jours avant le prochain CPI, donc voilà, c'est intéressant. J'ai oublié de faire l'étude sur Ethereum. Ethereum qui lui est venu chercher carrément le support des 1300, on avait dit 1360 il me semble par ici, et il est venu à 1369 pour le moment, léger rebond à ce stade, il a perdu lui ce creux là, et en fait il est même pas venu attaquer le creux suivant, il est venu attaquer ce creux là, mais il l'a attaqué ici backside, donc on peut avoir encore, même pas, il a attaqué au milieu, on peut avoir ici encore des moments baissiers sur Ethereum, et donc ça c'est un niveau en 4 heures. On peut avoir des niveaux ici on peut avoir un point de rebond sur Ethereum. Vous voyez également qu'on avait gardé cette trend qui était la trend haussière. Vous voyez que c'est toujours intéressant de garder une partie de vos droites, etc. parce que peut-être que ça peut vous parler après plus tard. Et puis à ce stade, on peut dire que si on repart un peu haussier, Ether aurait des chances peut-être de venir à minima. Oui, on va parler là potentiellement de si on repartait haussier, quelles pourraient être les premières targets. Là pour moi, il y a un retest évident à faire pour vraiment être sûr que là on a bien ce double top ou pas. Et sur Bitcoin, vous allez avoir un petit peu la même chose dans la zone des, je pense que c'est 21,4, quelque chose comme ça. 21,346 ici, vous voyez, sur Bitcoin, on a quand même des chances ici, comme on l'a traversé assez vite, à minima de venir tester ça. Après, ensuite, on avait parlé d'éventuellement un élargissement ascendant, alors j'y crois pas trop à ce stade, mais pourquoi pas ? Il ne faut pas hésiter ici à envisager tous les scénarios. Là, vous voyez qu'on mèche en dessous, mais on est peut-être en train de réintégrer. Donc, on pourrait éventuellement se dire qu'on fait un élargissement ascendant sans rotation partielle, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. En général, c'est une figure plutôt bullish, donc ça pourrait paraître curieux, mais on pourrait garder ici, même dans le contexte actuel, des targets qui sont plus hauts que les 27, les 28, les 30. Difficile, le contexte est très difficile, l'action de prix elle est extrêmement agressive. J'ai même du mal ici, vous le voyez, à voir vraiment, sauf à dire qu'on avait une trend ici et qu'au moment où on la perd, on accélère fortement, mais je vois même pas de biseau, je vois même pas à part peut-être un élargissement, voilà, ça pourrait être éventuellement ça, c'est-à-dire nous donner quelque chose qui fait 1, 2, 3, 4, 5 et qui ensuite repète bullish à la hausse par exemple, ça c'est une possibilité aussi, ça irait plutôt dans le sens d'une 2 d'Elliott comme je vous le dis qui vient plutôt traîner soit dans cette zone soit dans celle-là, assez difficile sincèrement ici étant donné qu'on perd la structure, c'est pas qu'on n'a pas de direction, la direction globale on va dire elle est baissière, on sait et on va le voir quand on va traiter la liquidité qu'il doit y avoir un rebond à peu près dans ces zones, maintenant où est-ce qu'on va arrêter ce rebond, est-ce que c'est juste un retest ici sur cette zone, ce qui est déjà un joli trade, juste voilà en gardant même la même structure baissière que ce qu'on a là ici, vous le voyez la structure elle est baissière, revenir faire ça tout simplement.
Donc c'est déjà un trade relativement sympa à prendre. Et puis voilà, on va voir ce que ça dit ici. Est-ce qu'on rejette dans la zone ou pas? Et surtout, est-ce que ça tient? Parce que si on perd ça là maintenant, c'est-à-dire si on passe dessous, voilà, pour moi, on peut dire qu'on va nécessairement ici aller attaquer des choses vraiment beaucoup plus basses. Une autre possibilité, c'est que finalement on se retrouve à dégringoler un peu comme ceci et à revenir tester la ligne de coup du W qui n'avait jamais été retestée. Vous vous rappelez qu'au moment où on avait passé ici, on avait dit il faut retester les 17.3, il faut retester les 18.3, pardon. Pour moi, ça serait plus boule à terme si on retestait les 18.3, etc. On les avait jamais retestés, donc peut-être que c'est ce que le prix va nous donner actuellement. Ou encore, dernière possibilité, tout simplement faire effectivement une 4 et venir terminer une 5, et très exactement sur les 18.5, à savoir la ligne de coup du W, faire tout ça dans un biseau, et donc du coup ensuite target du biseau le plus haut. Vraiment à voir, il y a vraiment plein de scénarios ici qui sont possibles. Ce qu'on attendra éventuellement du prix, c'est en tout cas à minima venir soulager la liquidité qui était là. Maintenant, donc les shorters en gros qui étaient là, qui sont au moins dans cette zone là, et potentiellement même venir les chercher jusqu'à ici. Donc compliqué, on peut s'arrêter au milieu aussi, c'est-à-dire nous donner quelque chose comme ça, mais quand même, alors j'ai cette impression, moi en ce moment, que l'action de prix est entre guillemets un peu bizarre, au sens où peut-être que la disparition de Silvergate nous donne moins de liquidité entre les exchanges, et ça donne ce type d'action quand même extrêmement agressive. Bon là on va voir comment ça se met en place cette histoire, on va voir si jamais effectivement il y a beaucoup de liquidité, c'est ce qu'on va aller traiter maintenant, mais avant ça, je vous montre la page de pub. Question aussi, et ça j'en ai pas parlé, mais il est possible que la perte des 20 000 $ provoque ce déclic, entre guillemets, émotionnel du fait que oui, ça y est, on va plus bas. Même quand on regarde ici l'action de prix, tout ce côté très agressif, etc., peut-être qu'on a ici des shorters retardataires qui vont commencer à rentrer dans l'histoire. Donc personnellement, moi, c'est toujours pareil, on est baissier sur la structure. Malheureusement, j'ai pas pris ce short. Malheureusement, je cherchais plutôt du long ici dans cette zone-là. Donc beaucoup de temps perdu en fait, pour ma part, finalement, à attendre ici quelque chose qui venait par exemple prendre ceci. Je l'ai pas eu. Ici, bon, heureusement, on a dévissé très fort, donc j'ai pas eu de structure à venir jouer, c'est-à-dire que j'ai pas spécialement fait beaucoup d'entrées, j'en ai fait, j'ai tenté 2 entrées ici, je sais plus dans quel niveau exactement, mais c'était en gros des retournements, on va dire de la 5 minutes, pardon, et que j'ai pas eu derrière, mais heureusement on n'a pas eu énormément de structure, etc. Après bon, ce que je conseillerais moi ici dans ces zones-là, c'est potentiellement si vous prenez une structure, déjà la prendre sur les niveaux les plus avares possibles, en tout cas sur du long, et ne pas hésiter à TP rapidement, ne pas forcément ici se dire que, et potentiellement ici également, et ben si vous prenez ici ce genre de structure, continuez à jouer la 4 heures, ce qui a été une partie de mon erreur, mais j'ai assumé totalement le risque de dire il est potentiel que ce niveau-là tienne, et si jamais en gros on allait faire ça, c'était vraiment un très très beau trade. Donc le risque reward était suffisamment important pour que je le prenne. Alors malheureusement on est parti dans l'autre sens, et malheureusement on va dire que si j'avais pris notamment là ce short, on voyait que j'étais quasi pas à la moitié de ce que j'aurais fait en longue, mais voilà, je l'ai pas vu venir, je l'ai pas pris, c'est pas grave, c'est vraiment pas du tout un souci. On va faire la liquidité, avant ça je vous envoie la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation, ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID,
et votre UID sera validée ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Donc je profite pour compléter également l'analyse. Vous voyez que en gros, ce qu'on peut essayer de chercher, c'est très exactement ça, une délivrance de prix très rapide, 1, 2, 3, 4, 5. Plus ou moins, vous voyez que ça peut ressembler à ça. Et derrière, en fait, un soulagement de toute la liquidité qui était rentrée ici sur toute cette descente. Donc, ce qu'on va essayer de prendre, entre guillemets, là, c'est ce soulagement-là. Après, à dire qu'il faut rentrer dans chaque inversion de la structure en 5, 15 minutes, etc., pas forcément, mais en tout cas, éventuellement, voilà, prendre une partie de ce mouvement est tout à fait louable ici à ce stade, entre guillemets, en tout cas dans le sens de la liquidité. Pour le moment, dans les petites time frames, j'ai pas de signe de retournement notable. J'ai éventuellement, oui, en 15 minutes, le fait qu'on reprend ici, on va dire, ce petit point-là. D'ailleurs, s'il y avait un point sur lequel éventuellement rentrer, là, sur le 15 minutes, ça serait notamment les 19,675 peut-être, où là, on pourrait venir chercher une forme de double bottom. Vous voyez, ici, à peu près sur cette zone-là, tout en préservant une structure haussière, retournement de la structure comme ceci. Donc peut-être que ici, si on voit que ça se passe bien, et si on voit que le prix ici repart vers le haut, là, il y a peut-être une tentative à faire. Donc en fait finalement l'idée ça serait de revenir péter derrière ça et donc de casser là, ou alors on attend tout simplement bien évidemment cette zone là, c'est-à-dire la validation d'un vrai W, deux creux deux creux à la suite qui sont plus hauts l'un que l'autre, plus deux sommets qui sont plus hauts que l'un que l'autre, donc ça nous dit déjà pas mal de choses. Et à quel point ici, à quel endroit il serait intéressant de rentrer, tout simplement au creux suivant, c'est-à-dire là, alors soit on intervient sur cette trend, soit on intervient sur vraiment un niveau qu'on a choisi et sur lequel c'est vraiment intéressant, soit effectivement si on reteste la ligne de coup et qu'on repart tout de suite, on intervient du coup sur la ligne de coup. Comprenez bien ici également, j'enlève tout, comprenez bien ici également que du coup on va dire sur la structure globale, et là j'attends que le volume profile se mette un petit peu à jour. Ouais, 21,6 serait peut-être ici la première grosse résistance entre guillemets qu'on pourrait trouver sur le chemin si jamais on devait pousser très fort ici. 21,6, vous le voyez ici sur le volume profile, c'est un endroit où on avait déjà quand même plus ou moins, et vous le voyez, bon ça correspond en fait finalement à ce fameux retest de cette fameuse ligne de coup là. Excusez-moi, du coup je me remets en 4 heures pour que vous voyez bien l'histoire. Mais voilà, globalement, si ici moi je devais placer un long et que effectivement la structure se retourne, j'aurais tendance à jouer plus ou moins quelque chose comme ceci. Et ensuite potentiellement un short pour continuation de la structure. Néanmoins ici 1, 2, 3, 4, 5 c'est possible. Pour moi la 3 est très petite. La 3 est très petite ici. Donc j'ai peut-être le sentiment, peut-être, étant donné l'agression, que en fait la 3 c'est ça. Que du coup on va avoir une 4 et une dernière 5. Voilà, ça serait, étant donné qu'on a perdu la structure, moi mon scénario privilégié à ce stade, c'est-à-dire, je vous ai expliqué un petit peu tous les scénarios possibles, on passe directement sous la structure, on vient chercher les 12 000, premier scénario. Deuxième scénario, on est en fait dans cette idée plus ou moins que on est en descente finalement ici d'une fin de 3 très agressive, de C très agressive, et ça c'est la 3, et on aura une 4 et on aura une 5, ça c'est le deuxième scénario. Et troisième scénario, on dégage, on peut dégager aussi tout de suite, et même éventuellement rebondir bien évidemment ici dans la zone. C'est ce qu'on va voir ici dans les jours prochains. Je pense que le CPI va nous donner pas mal de choses dans 4 jours. Je pense qu'aujourd'hui, cette news au niveau de l'emploi, pour moi, elle est à prendre avec des pincettes, mais elle est plutôt bonne, sincèrement, c'est vraiment une news qui est plutôt bonne. Si jamais la liquidité nous aide à aller plus haut, ça peut potentiellement ici nous donner cette petite 4 de soulagement.
Liquidité 408 millions de liquidés hier, dont 138 millions sur BTC, 100 millions sur, donc à peu près la moitié sur BTC plus Ethereum. Carnet d'ordre, vous voyez que ça commence un petit peu à rentrer au niveau des demandes à l'achat, même si elles disparaissent là, donc ça c'est un peu dommage. Ici on avait eu pas mal de demandes à l'achat, alors peut-être qu'elles sont en train de se refaxer un petit peu plus haut. Vous voyez que le carnet d'ordre était, somme toute, en fait finalement pendant la descente, on a quand même eu des ordres qui se sont rajoutés ici et qui ont été fill. Donc pas mal de monde ici, des BTC qui ont changé de main. Et il faut comprendre ici, parce qu'on nous dit, on nous donne des concepts de smart money, etc. Pour moi, le concept de smart money, il faut le voir dans la liquidité, c'est-à-dire les market makers. Pour moi, la smart money, c'est les market makers. Après, les grosses whales, etc. Vous avez des whales qui vont jouer un sens, vous en avez d'autres qui vont jouer un autre. Les whales, elles font en fonction plus ou moins de comment elles apprécient le marché et comment elles pensent, qu'est-ce qu'elles pensent que ce qu'il va faire. Vous avez bien entendu des insiders, ça va être plus ou moins des whales qui travaillent déjà pour des market makers ou ce genre de choses, bien évidemment. Mais voilà, le concept de smart money, pour moi, il est à ce stade ici un peu complexe, si ce n'est de dire les market makers, donc autant dire les market makers, puisque c'est le bon terme. La liquidité sur les leviers, eh bien on a pris énormément, bien sûr, de niveaux en longue. Vous le voyez ici, on avait fait la vidéo, je pense, dans ces eaux-là, juste avant la chute, donc du coup, on va ici revoir tout ça. Là, on a énormément de contrats qui se ferment et vous le voyez, on ferme du long. Donc pour moi, jusqu'à à peu près ici, tout est normal. Hein. On va dire que tout va dans le bon sens. Oui, on avait du short au top. Oui, on a certainement des shorts ici sur la descente. Mais nous, ce qu'on cherche, bien évidemment, ce sont des anomalies. Ici, j'ai une anomalie, vous le voyez, puisque l'open interest est plutôt, alors qu'on devrait encore fermer du long, il est plutôt à la latéralisation. Et oui, effectivement, j'ai plutôt un open interest qui augmente, un funding qui augmente, pardon, alors que j'ai un prix qui descend. Donc là, l'anomalie, elle est plus ou moins claire, c'est de dire, bon, ben là, je descends et là, je monte. Donc ça veut dire que j'engendre du shorter, tout simplement à partir de ce gros point-là, qui est principalement à peu près par ici. Donc là, déjà, on peut voir que... voilà, à peu près par ici. Peut-être même qu'on l'a quasi touché. Hein. Vous voyez qu'on a déjà, ne serait-ce qu'en faisant ici les 60 et quelques millions de liquidations, vous voyez qu'on en a liquidé une partie de ces gens-là. Donc ce mouvement-là, il est peut-être même déjà obsolète. Par contre, ce qui est intéressant de voir ici, bah, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis la descente. Donc celle de ici, 14h40, donc il y a une trentaine de minutes. Et globalement, on est plutôt normal ici, c'est-à-dire que c'est pareil. Là, on a liquidé du long, rien de bien méchant. Le funding a fait un joli tour dans le négatif. Maintenant, on va aller voir sur les 5 derniers jours, bah, qu'est-ce qui se passe. On va d'abord faire Ether, bien sûr. Alors, sur Ether, même chose, on liquide beaucoup de monde en longue. La vidéo s'était faite ici, vous voyez qu'ici on avait plus ou moins enclenché du long, mais c'est normal, et là finalement même chose, on est à la normalité quasiment jusque là, donc il y aurait un niveau par ici à venir nettoyer, vous voyez que c'est presque ce que nous a donné le prix sur ce petit rebond là, et puis ensuite on enclenche du long ici, donc contrairement à... Bitcoin, on a enclenché plutôt du long sur cette zone-là. Et ensuite, ici, à partir de là, on enclenche du short alors que le prix descend. Donc ça, c'était un niveau vraiment notable à venir prendre. Bon, vous voyez qu'il a été pris dorénavant sur Ether. Et puis, ensuite, on réenclenche du long, plus ou moins à partir d'ici. Donc, pour le coup, le bottom, ici, est relativement longué sur Ethereum. C'est moins le cas sur Bitcoin, peut-être plus sur Ethereum. Et ce niveau a été pris. Donc, voilà, on a les deux niveaux ici. Bon, bah, malheureusement, ça se situe borne haute et borne basse du range. Il faut comprendre que oui, il y a des niveaux en haut. Oui, il y a des niveaux en bas. Donc, du coup, la question ici, c'est qu'est-ce qui est frais comme position, en fait. En réalité, c'est plus ou moins ça, moi, que je me poserai comme question. Donc, c'est ce qu'on va regarder avec la liquidité 5 jours. La liquidité 5 jours. Et la question là, la grande question, c'est qui a TP ou pas sur ces zones. Là, on voit une grosse ouverture de longue, je pense, sur l'annonce des news au niveau du chômage. Donc, on a des chances ici de venir visiter ces points-là dont je vous parlais sur potentiellement une potentielle ouverture de longue et retournement de la structure. Désormais, 30 milliards de positions leveragées, donc ça commence à faire. Là on commence à parler, on commence à causer un petit peu au niveau de la quantité de positions qu'on a en haut. Maintenant, qui a TP là-dessus? On a quand même eu un prix qui a délivré très fort. Et également... vous le voyez, finalement, les entrées en short ne sont pas si énormes par rapport à ce qu'on a liquidé en long. Donc ces 30 milliards, c'est plutôt les résiduels, en fait. Et donc voilà, la question, c'est sur les 5 derniers jours, qui a déjà pris du profit, tout simplement, sur ces shorts.
Sur les shorts, on a cette idée que potentiellement, il y a beaucoup de shorts de couverture dans le lot, donc des gens qui se couvrent, qui couvrent leur portefeuille du fait que, donc avec un levier ici, vous prenez une toute petite partie de votre patrimoine pour venir couvrir votre portefeuille au cas où ça descend. Donc on aura ici aussi également des choses éventuellement à voir dans ce sens-là. J'essaie de zoomer là pour voir un petit peu plus près ce qui s'est passé. Vous voyez potentiellement cette grosse position en longue, elle a déjà été nettoyée ici. Vous voyez qu'on a nettoyé également les positions fraîches ici en longue sur ces niveaux-là, là. Et là je vous parle donc du coup des verts foncés. Donc à ce stade, c'est peut-être pour ça que le prix attend finalement l'ouverture d'une nouvelle position pour faire quelque chose. Le prix va aller chercher d'abord ce qui est extrêmement frais, et puis ensuite il y aura du résiduel qui peut essayer d'aller chercher également. Sur Ether, on a 12 milliards en position leveragée. Même analyse, hein, globalement. En gros, on a surtout une très grosse position, là, pour moi, qui n'a pas été prise au niveau des 1005. Et puis après, si vraiment on vient chercher la grosse zone de densité des leviers x25, oui, ça nous donnerait 1006. Et si on vient chercher en bas avec cette position, ça nous donnerait 1360, le fameux niveau qu'on visait éventuellement à la baisse et qui n'avait pas été atteint. Si jamais on regarde ici et qu'on zoome un petit peu, la grosse position a été nettoyée aussi pour moi. On a nettoyé le 25 et le x100. Si c'est une x20, on a nettoyé le 50 et le x100. Si c'est une x25, on ira plus bas. On ira à 1365. Et pas de très grosse position ici, très fraîche, qui s'ouvre à ce stade. Pour regarder les positions fraîches également, on va regarder la 12 heures. Donc la map de liquidité en 12 heures sur Bitcoin pour le coup. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, globalement, sur les 12 dernières heures, on va dire que c'est kiff-kiff. Assez peu de monde. Peut-être un petit peu de monde au 20,3. Mais assez peu de monde, finalement, sur les 12 dernières heures. Donc, sur cette phase de latéralisation, pas grand monde. On voit pas les grosses lignes jaunes comme on voit d'habitude tous les jours. Et sur la 7 jours, vous voyez qu'on a complètement débordé les deux gros niveaux ici qui étaient présents. On a encore des niveaux jusqu'à 17,7, 17,8. S'il y a une énorme forte vendeuse aujourd'hui au spot, ça peut être des endroits sur lesquels qu'on peut aller visiter éventuellement. Mais on a effectivement ce niveau relativement énorme désormais au 22,8, 23,2. Qui serait potentiellement à nettoyer. Alors, est-ce qu'ils sont encore en position? Encore une fois, moins $2000, donc 10%. Vous êtes en levier x 100, vous faites du 10 000%. Je pense qu'une bonne partie ATP, sauf, bien entendu, ici, les shorts de couverture. La 12 heures sur Ether. La 12 heures sur Ether... Alors on a, vous le voyez, nettoyé ce point de short dont je vous parlais, qui était potentiellement un endroit où on avait cette anomalie, et désormais on a plutôt un point de longue sur la 12 heures à prendre au 1360. Ça revient un petit peu à l'analyse que je vous avais faite précédemment. Si jamais on est up, on va plutôt aller vers 1460. Si la demande au spot est plutôt demandeuse d'achat de BTC, à ce moment-là on va remonter. Sinon, si on continue le dump, si on continue cette capitulation, à ce moment-là on ira chercher la borne des 1250 sur Ethereum en bas. Borne logique, 1200, 1250 sur Ethereum, c'est vraiment un point qu'on pourrait viser, et si jamais, et du coup on laisserait gagner toute cette grosse bande là autour des 1620, 1620 bornes court terme éventuellement à venir voir. Vous voyez ici qu'il n'y a pas non plus énormément de liquidité entre les deux, puisque tout simplement on a plutôt liquidé en bas là, donc peut-être qu'on pourrait latéraliser un peu dans la zone et que tout ça se construise. Néanmoins 1250, vu la structure, peut-être vraiment ici un niveau à venir chercher sur la une semaine, et 1625 voire 1700 en haut, c'est des niveaux qu'on a toujours mis en avant ici et qui sont en weekly assez impressionnants. On revient sur le prix et on fait la conclusion. Alors, la conclusion, c'est que on a altéré la structure, bien entendu, daily. Hein. Ça, c'est la première chose à comprendre, c'est que ici, on avait une structure qui était haussière, et à partir du moment où ici, on fait un plus bas, on altère littéralement la structure. Est-ce que c'est juste un trick du marché, c'est-à-dire que on est juste sur, effectivement, ce genre d'élargissement de sommet? C'est possible, mais moi, je le tiens pas ici comme quelque chose de nécessairement, quelque chose d'acquis ou quoi que ce soit. Moi je vois plutôt un scénario, maintenant qu'on a perdu la structure dans sa globalité, plutôt un scénario de continuation de la 4 heures, hein, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Ici à ce stade, pour moi, c'est pas con d'essayer de prendre un rallye dès qu'on a,
un soulagement haussier dès qu'on a plus ou moins une structure qui nous permet de le faire. Ça me paraît pas bête, étant donné qu'on a vraiment ici deux grosses délivrances de prix très fortes. Personnellement, j'aurais tendance à dire que 21,4 serait un bon niveau éventuellement, sans forcément ici peut-être laisser gagner finalement ce fair value gap ici au 23,2. Mais imaginons que le prix vienne mourir entre les deux, quelque chose comme ça, pourquoi pas. En tout cas, pour moi, le retest ici, peut-être. Voilà, peut-être sincèrement que là, si on calme un petit peu toute cette folie vendeuse un petit peu. Là, on va rentrer en week-end. Alors, ça va être compliqué le week-end. Pourquoi ? Parce que justement, le Silvergate Exchange Network, je vais vous montrer d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en 1 heure et qu'on va encadrer le week-end précédent. Le week-end précédent, on était vendredi, là, vendredi, allez, on va dire vendredi la nuit, 21h à peu près, jusqu'à dimanche, lundi. Vous voyez que ça, en gros, le week-end, ça, c'est un week-end... Pardon. C'est un week-end, ça, à peu près. C'est le dernier week-end, et ça a été le premier week-end sans le Silvergate Exchange Network, que moi je considère comme étant vraiment un point important pour que les liquidités puissent s'échanger entre les exchanges, etc. Donc du coup, pour également, bien sûr, pour que les market makers puissent un peu faire leur boulot. Et donc du coup, souvent on a des mouvements de market making le week-end. Là, ça n'avait pas du tout été le cas. Vous voyez que le prix est resté mort, mais vraiment mort de chez mort. Aucune volatilité pendant tout ce temps-là. Et puis ensuite, capitulation derrière, comme on la connaît, qui est celle d'hier. Donc, qu'est-ce que va nous donner ce week-end ? Ça peut déjà être vraiment une chose intéressante à voir. Pour moi, peut-être qu'on va avoir très peu de vol, comme ça avait été le cas le week-end précédent. Peut-être que le Silvergate, le SEN, donc le Silvergate Exchange Network, la disparition du SEN y est pour quelque chose. Signature étant l'autre banque qui fait de la crypto, mais je crois pas que Signature ait un système 24/7 sur... Enfin, c'est pas le même. Il y a pas le Silvergate Exchange Network qui était vraiment très particulier à Silvergate. Donc voilà. Regardez bien tout simplement ici ce que peut nous donner le prix sur les petites time frames. Si vous souhaitez shorter, vous êtes dans le sens de la structure, donc il n'y a aucun problème avec ça. C'est tout à fait quelque chose qu'il est possible de faire à ce stade, en tablant que aujourd'hui à 15h30 par exemple, et là il est 15h41, donc on va aller voir comment a ouvert le S&P. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le S&P ? On va regarder ça, hop. Donc là, on est sur du 5 minutes. Vous voyez qu'en gros, à 15h30, on a ouvert en gap baissier, comme ceci, ici. On est tout pile dans la zone où, si on doit rebondir, c'est maintenant. Pourquoi ? Parce que 3009, et nous on avait tablé ici sur cette zone éventuelle pour venir rebondir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est très exactement sur un niveau de bottom précédent. Donc si jamais on devait faire un double bottom majeur, eh ben ça serait pour maintenant. Voilà. On est sur un potentiel point de support sur le S&P, c'est ce qu'on avait déjà dit. Là, ce qui m'embête un peu, alors pour le moment, on est juste sur 15 minutes où c'est le cas, donc ça peut être juste une mèche, mais c'est qu'on perd la grosse trend ici historique sur S&P, vous le voyez, 1, 2, et là, on est en train de la perdre. Donc, à voir ça, et là, pour le moment, vous voyez que la journée s'annonce un peu mal sur... le S&P puisqu'on démarre baissier. Après, assez souvent, la première heure va dans un sens et puis on a un retournement de séance au milieu, hein, c'est pour attraper les shorters, ça se fait assez souvent comme cela. On va voir, il faut suivre les news ici. À mon avis, suivez tout particulièrement les news bancaires. Ici même, on pourrait décaler ce support-là. Et là, vous le voyez, on a toute cette bande rouge, en gros, qui... Soit elle nous donne un support rapide et ça repart rapidement, soit sur S&P, c'est pas Jojo. C'est-à-dire que, tout simplement, on est sur un mouvement plus important. 1, 2, vous voyez ici une 1, une 2 et une 3. Quelque chose qui va corriger plus fortement. Néanmoins, pour le moment, pour moi, ce scénario-là, il tient toujours. Quand est-ce qu'on va l'invalider ? Déjà, probablement, si on perd ici les 3760, et bien là, ça voudrait dire qu'on est potentiellement déjà en haut de tout ça, en fait. D'accord ? Et qu'on a déjà amorcé, tout simplement, la vague suivante, qui sera 5 vagues qui seront elles-mêmes plutôt en descente. À voir, pour le moment, moi je reste là-dessus. 1, 2, 3 et potentiellement ici rebond pour faire la baie de ce mouvement en ABC et qu'il soit une zigzag, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 pour aller en haut et 1, 2, 3, 4, 5 pour la descente. C'est de l'Elliott, c'est pas de la prévision de prix, encore une fois, donc on est vraiment ici, on adapte au fur et à mesure et on voit ce qu'il se passe. Stablecoin dominant, c'est pas joli du tout aussi.
C'est pas joli du tout, pourquoi? Parce que tout simplement on avait cette bande de potentielle résistance qui elle-même a craqué ici, et vous voyez qu'on est désormais en train d'attaquer, puisque là on avait vraiment les derniers points où on pouvait se faire rejeter. Alors pour le moment il y a un léger rejet, c'est-à-dire que vous le voyez ici, pour le moment on peut voir ça, là je suis en 2 heures, mais si je me mets en 4 heures, on peut voir ça encore comme une mèche, certes. C'est-à-dire que le dernier sommet ici a été attaqué de la manière... Enfin voilà, on a une mèche au-dessus, mais les mèches ne comptent pas, entre guillemets, en price action. Soit on rejette fortement là et on réintègre très rapidement cette bande rouge et donc ce support dans sa globalité, soit on est parti tout simplement pour attaquer la jambe du mouvement. Hein. Ça, c'est en train de nous dire, regarde, je m'apprête à attaquer les 17 000 à partir du moment où on part sur une logique éventuelle d'un range. Hop, on est en train ici de potentiellement se dire, eh ben, si jamais la stablecoin dominance remonte à quelque chose qui est de l'ordre des 18%, tout simplement, ça veut dire range, donc ça veut dire également range sur BTC, c'est-à-dire d'une manière générale, si on le regarde comme ceci, range ça fait ça, d'accord? Ça fait 1, 2, 3, même chose, hein. Donc on reviendra visiter ici potentiellement les plus bas. Voilà, donc à voir si ça rebondit, c'est vraiment, ça doit se faire maintenant. S&P apparemment n'est pas en train d'aider. On a eu cette bonne info par rapport au chômage, donc c'est possible que S&P se retourne dans la journée. Bien surveiller les petites time frames, les petites structures pour éventuellement rentrer dans les bons coups si jamais il doit y en avoir. À ce stade-là et sur la structure, bien entendu, direction privilégiée quand même le short. Personnellement, étant donné que je ne suis pas dedans, eh bien, je vais plutôt tenter ici d'aller à contre-courant une fois de plus et d'essayer de choper à minima la prise de liquidité en haut. Faites exactement ce que vous sentez ici parce que vous devez accepter le risque que vous prenez. Il faut bien comprendre ici, et c'est extrêmement important, que c'est votre argent, donc du coup la prise de risque elle vous incombe. Donc dans ces moments-là, et là on est plutôt sur des points, je vais mettre en pause une petite seconde. Excusez-moi. Donc du coup, on commence à toucher des points un peu intéressants. Donc je vais clôturer la vidéo au moins pour pouvoir voir ce qu'il se passe. Ici par contre, j'avais pas vu ça encore, mais on est sur la cotation de Signature Bank et vous voyez qu'elle a fait moins 32%. Elle a ouvert en gap extrêmement baissier aujourd'hui. Donc la dernière banque crypto, entre guillemets, s'il en est, vient de prendre dans les 5 dernières minutes, si je me trompe pas, enfin en gros dans 15h30. Donc depuis l'ouverture, là, une bonne vingtaine de pourcents dans les gencives. Donc à surveiller, attention à ça, ça c'est des endroits qui sont importants pour la crypto, ils ont réduit leur exposition à la crypto certes, mais ils morflent en même temps que la crypto là, donc du coup malheureusement c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et si on additionne la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui, vous voyez qu'on est à moins 31% sur Signature Bank. Donc surveillez bien toutes ces choses-là, gardez un œil un petit peu de partout, c'est important, peut-être qu'on est dans un crash majeur, c'est possible, donc bien garder un œil là-dessus également, et puis se dire que voilà, il faut quand même ici rester attentif, ne pas forcément chercher du long à tout prix, mais rester attentif à tout ce qui peut être mis dans les charts et également dans les news, bien évidemment. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était encore une fois un petit peu longue, en ce moment le format 1 heure est malheureusement la légion, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que tout simplement, voilà, moi je pourrais pas faire une vidéo où je me mets juste à regarder, on va dire, où on fait juste une analyse pour les débilos, en vous disant que ça monte ou que ça descend, etc. Pour moi, c'est important d'aller voir et le fondamental, et la liquidité, et les news, et bien évidemment toutes les infos majeures. Pourquoi ça a baissé hier? Maintenant on l'a compris, le système bancaire est en danger aux États-Unis. Pourquoi les taux évoluent comme ils évoluent, etc. Enfin voilà, tout ça est un tout, et c'est vraiment ça pour moi qui apporte du plus. Donc oui, c'est du temps passé, mais malheureusement il faut passer par là, c'est du temps passé pour moi aussi. Donc ne vous inquiétez pas, si je pouvais faire des vidéos que de 10 ou 15 minutes tous les jours, je le ferais, mais en fait ça m'intéresse, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens me disent merci parce qu'ils ont appris quelque chose, et là vous voyez qu'on a une complétion, on est relativement complet sur à peu près tout ce qu'il faut regarder tout simplement en crypto. Donc suivez bien tout ça. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin.
Et la question du jour, elle sera sur vos disponibilités pour trader. Est-ce que vous êtes plutôt un trader de week-end? Est-ce que vous tradez tout le temps? Est-ce que vous avez, ça m'intéresse par rapport aux gens qui suivent régulièrement, d'avoir un peu cette information. Donc pour une fois, c'est une question qui va avoir, eh bien tout simplement un peu qui va avoir un lien avec la crypto. Est-ce que vous êtes, voilà, quelles sont vos fréquences de trading par exemple? Est-ce que vous êtes plutôt vraiment devant les écrans assez souvent? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que vous êtes plutôt devant les écrans juste le week-end, etc. Est-ce que vous faites plutôt du swing, mais vous vous intéressez tout simplement vraiment au trading? Donc du coup, vous avez ici, vous regardez éventuellement des vidéos qui peuvent vous amener vers le trading, etc. Enfin voilà, tout ce genre de choses là. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le BTC. Portez-vous bien.